Samedi 24 octobre, c'était le 15e anniversaire de la mort de Rosa Parks, cette femme africaine-américaine qui s'est assise pour que ses concitoyens puissent vivre debout. 15 ans seulement. On a parfois l'impression que les acteurs du mouvement du droit civique aux États-Unis ont vécu il y a longtemps, mais ce n'est pas le cas. Et certains d'entre eux, peu nombreux, il est vrai, sont encore vivants et sont les témoins d'une histoire dramatique qui se prolonge encore de nos jours, notamment en cette période tourmentée d'élections présidentielles. Nous avons à notre disposition beaucoup de documents, beaucoup plus que nous n'en avions il y a encore quelques années, puisque tous les écrits et documents de Rosa Parks qui ont pu être rassemblés ont été déposés en 2014 à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et ont été numérisés pour être mis à la disposition de tous les chercheurs en 2015. Alors il y a 3 choses que j'aimerais dire avant de présenter quelques flashs rapides de la vie de Rosa Parks. Premièrement, que Rosa Parks a toujours cherché à maintenir le fragile équilibre qui peut exister entre le respect des lois et la nécessité d'agir pour les faire changer quand ces lois sont foncièrement injustes. Deuxièmement, qu'elle a voulu faire évoluer la société dans laquelle elle vivait, une société basée sur des fondements éminemment racistes, séparés et égaux avec ce qu'on appelle les lois Jim Crow. Et troisièmement, elle a voulu faire entendre sa voix de femme dans un monde d'hommes fait par et pour les hommes, et ce sans faire de vagues. Rosa Parks a donc toujours vécu, toute sa vie, un peu comme un équilibriste qui marche sur une corde raide, ce qui n'est pas une position facile. Dans son autobiographie intitulée My Story, Mon histoire, Rosa Parks écrivait ceci: « On a toujours dit que je n'avais pas laissé mon siège à un blanc parce que j'étais fatiguée. Non, j'étais seulement fatiguée de devoir toujours me soumettre. » Nous sommes en 1919. Un soldat est venu rendre visite à sa belle famille à Pine Level, près de Montgomery, en Alabama, dans le sud profond des États-Unis. Ce soldat, c'est un nordiste, un Yankee, comme on les appelle dans le sud des États-Unis. Montgomery, c'est une ville universitaire de bonne taille, qui se trouve dans une région qui a accepté l'abolition de l'esclavage à contre-cœur. Et c'était d'ailleurs un des fiefs les mieux retranchés des confédérés pendant la guerre civile. Et il est clair qu'elle garde de graves séquelles de ce lourd passé. Le beau-père du Yankee, le vieux Moïse Hudson, est tout fier de lui faire visiter sa grande et belle plantation. C'est une plantation très prospère. Les 2 hommes se mettent donc à arpenter la propriété en long, en large et en travers, et au cours de leur promenade, ils atteignent les limites de la plantation et se retrouvent face à face avec le voisin. Le voisin, c'est un vieil Africain-américain qui possède le lopin de terre d'à côté, environ 9 hectares, qu'il a réussi à obtenir à la sueur de son front. Sylvester Edwards s'y promène justement en compagnie de sa petite-fille, Rosa McCauley. C'est une enfant frêle et menue de 6 ans que sa femme et lui élèvent depuis que ses parents se sont séparés. Le Yankee baisse les yeux vers la fillette qui le dévisage de ses grands yeux étonnés et voilà qu'il s'approche d'elle en souriant et posant sa main sur sa tête s'écrie: « En voilà une mignonne petite fille !» Devant cette scène somme toute ordinaire, le grand-père de Rosa se tord de rire, tandis que le vieux Hudson est devenu écarlate. Son gendre ne sait-il donc pas
qu'un homme blanc ne doit jamais traiter une petite fille noire avec autant d'égards? Le grand-père de Rosa racontera par la suite l'anecdote à toutes ses connaissances et qui en feront des gorges chaudes pendant bien longtemps aux grandes dames du vieux Hudson, qui le prendra comme une humiliation personnelle. Quant à Rosa, elle gardera un souvenir émerveillé de cette rencontre avec ce soldat yankee pour qui elle était une petite fille comme les autres. On ne peut pas comprendre l'action de Rosa Parks sans se référer à son contexte familial qui, comme pour pratiquement tous les Africains-Américains, remonte à l'époque de l'esclavage. Du côté maternel, Rosa descend de Percival, un Irlandais pauvre qui vivait dans la misère dans son pays et qui avait immigré aux États-Unis dans le but de trouver un travail qui lui permettrait de vivre décemment. Arrivé très jeune aux États-Unis, il avait été engagé comme manœuvre. Alors la situation des Blancs qui arrivaient aux États-Unis sans aucune ressource, sans formation, n'était pas meilleure que celle des esclaves. Et en général, ils se retrouvaient aussi liés qu'eux, sans pouvoir aller où que ce soit. C'est ainsi que Percival n'a pas grand espoir de pouvoir fonder une famille, sauf que d'épouser une esclave. Et c'est ce qu'il fait, et avec son épouse, ils auront 9 enfants, dont la grand-mère de Rosa. Du côté paternel, Rosa remonte à une autre esclave, une couturière, qui faisait fonction de gouvernante dans la maison de maître d'un certain John Edwards, avec qui elle aura un petit garçon appelé Sylvester. Après la mort de ses parents, Sylvester avait tellement souffert sous les coups des contremaîtres qui s'étaient succédés dans la plantation qu'il avait par la suite inculqué à sa petite fille le principe de base suivant. N'accepte jamais de te laisser maltraiter par qui que ce soit, blanc ou noir. Et il lui avait appris à être fière de ce qu'elle était et à marcher la tête haute sans craindre autrui. Et c'est cette incitation à garder la tête haute en toutes circonstances qui poussera la petite Rosa à réagir viscéralement en maintes occasions lorsqu'on la provoquera. Un jour, Rosa n'a alors que 10 ans. Sur le chemin de retour de l'école, elle rencontre Franklin, un petit garçon de son âge. Franklin est blanc, et dès qu'il voit arriver la fillette, il prend un air agressif et conquérant, et sûr de lui, il menace de la frapper. Or, à peine a-t-il levé le bras vers elle, son poing vers elle, que Rosa s'est baissée et qu'elle a ramassé une brique qui traîne à terre. « Si tu me touches, je te frappe avec cette brique », rétorque-t-elle avec une telle assurance que le petit garçon s'enfuit sans demander son reste. Alors en rentrant, la fillette est toute fière de raconter son aventure à sa grand-mère, son exploit, et elle est toute étonnée lorsque celle-ci pousse de hauts cris. La grand-mère de Rosa est toute catastrophée, et elle la met en garde, lui expliquant ce qu'est la ségrégation et qu'un tel comportement risquerait de lui coûter cher. Rosa s'aperçoit ainsi très vite que tout le monde n'est pas traité de la même manière dans l'environnement dans lequel elle vit et qu'il y a beaucoup de méchanceté, de haine et d'injustice dans le monde autour d'elle, dans ce monde marqué par ce qu'on appelle la ségrégation. Les enfants blancs vont à l'école 9 mois de l'année et suivent un enseignement complet d'année en année. Les enfants noirs, eux, n'ont droit qu'à 5 mois d'école par an parce qu'ils doivent travailler dans les travaux des champs, participer aux travaux des champs. Et c'est ainsi que, comme les autres enfants de la communauté noire de Pine Level, Rosa apprend à cueillir le coton sous un soleil tapant dès sa toute petite enfance. Mais d'autres inégalités flagrantes chiffonnent encore plus la petite fille, et elle passe beaucoup de temps à s'interroger. Pourquoi les enfants blancs peuvent-ils prendre le bus scolaire ? Pourquoi ont-ils des chaussures aux pieds ?
tandis que les Noirs, les enfants noirs, ne disposent d'aucun transport et sont presque tous pieds nus par tous les temps. Pourquoi y a-t-il en ville des fontaines pour se désaltérer où il est inscrit blanc sur certaines et sur d'autres couleurs? L'eau a-t-elle une couleur différente dans chacune de ces fontaines? Son goût varie-t-il d'une fontaine à l'autre? Pourquoi y a-t-il des toilettes séparées pour les noirs et pour les blancs? Pourquoi les enfants noirs et les enfants blancs ne vont-ils pas dans les mêmes écoles? Pourquoi son grand-père lui interdit-il de côtoyer les petits enfants blancs même s'ils ne sont pas agressifs? Pourquoi les hommes du Ku Klux Klan rôdent-ils en permanence dans la région, prêts à saccager des maisons, à tuer des gens innocents qui ne leur ont rien fait et à brûler des églises tout simplement parce qu'ils accueillent des Noirs? Toute petite déjà, la fillette se pose beaucoup de questions qu'elle n'ose pas toujours formuler à haute voix. Il faut dire que son grand-père n'aime pas les Blancs, et pas du tout. Et il le dit haut et fort, ce qui pose question à Rosa, d'autant plus qu'il y a une vieille dame blanche du village qui vient souvent s'attabler avec ses grands-parents et discuter avec eux en toute amitié. Et Rosa aime beaucoup cette vieille dame, qui l'emmène à la pêche de temps en temps et avec qui elle peut parler de tout et de rien. Et puis à l'école, son institutrice est blanche et la directrice aussi. Et ce qu'elles enseignent, c'est que tous les êtres humains, sans distinction, sont dignes de respect, quelle que soit la couleur de leur peau. Ces enseignantes poussent leurs élèves le plus loin possible dans leurs études et les incitent à se donner des projets de vie ambitieux. Rien n'est impossible à qui a de la volonté, leur disent-elles. Alors Rosa est tiraillée entre ce qu'elle voit autour d'elle, toutes ces inégalités, ces injustices qui la révoltent et dont elle est témoin au quotidien, et ses expériences positives avec le Yankee, avec sa vieille voisine blanche, avec les enseignantes de l'école et du collège, tous blancs. Toute jeune encore, Rosa Parks s'engage dans le chapitre local de la NAACP, l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, en tant que secrétaire du syndicaliste Edgar Nixon, ainsi qu'au Conseil politique des femmes de Montgomery. La NAACP est un organisme mixte national, tandis que le Conseil politique des femmes est un organisme féministe local composé de nombreuses femmes noires dont la plupart ont une solide instruction. Ces deux organismes poursuivent le même but, trouver des moyens légaux de mettre fin à la ségrégation entre noirs et blancs. Et tous deux essaient de mettre par écrit le maximum de témoignages d'exactions commises envers des Africains américains. Alors cela va des insultes à la torture, des humiliations quotidiennes au lynchage, des dégradations de propriété aux assassinats. Rosa Parks note tout consciencieusement par le menu, les récits d'injustices, de toutes sortes de maltraitances quotidiennes, mais aussi de tortures ou de viols restés impunis, afin de donner des preuves des délits qui pourront être portés devant les tribunaux. La NAACP, le Conseil politique des femmes, réfléchissent aussi tous deux à des options d'action spectaculaires pour marquer les esprits et faire avancer les choses. Depuis quelque temps, Jo Ann Gibson Robinson, la présidente du mouvement du Conseil politique des femmes, a commencé à parler de la possibilité d'organiser un boycott des bus de la ville. Et elle a d'ailleurs, au nom de son mouvement, envoyé une lettre dans ce sens au maire de Montgomery en 1954, une lettre que le maire n'a pas prise au sérieux. Elle ne vient que d'une femme, et qui plus est, une femme noire.
Et puis, en plus de sa participation à la NAACP et au Conseil politique des femmes, à l'été 1955, Rosa va faire un stage à l'Institut de Highlander au Tennessee. C'est une sorte d'école du peuple. C'est une école du peuple, elle s'appelle comme ça d'ailleurs, l'école du peuple de Highlander. C'est une école du peuple où noirs et blancs réfléchissent ensemble à tous les moyens possibles et inimaginables de contrer la ségrégation par la non-violence. Des sessions de formation et de réflexion y sont organisées de manière à mieux canaliser les énergies et à préparer des actions concrètes de protestation. On y fait des jeux de rôle. Certains jouent le rôle des agresseurs et d'autres le rôle des agressés afin que ces derniers apprennent à garder leur calme en toutes circonstances. Ce stage a beaucoup frappé Rosa et l'a aidée à aller plus loin dans sa réflexion. Elle a ainsi appris non seulement à ne pas répondre à la violence par la violence, mais aussi non seulement à ne pas se poser en victime et rester dans ce rôle de victime indéfiniment, mais à agir concrètement pour faire changer les choses. C'est ainsi que le 1er décembre 1955, en n'obtempérant pas lorsque le chauffeur du bus dans lequel elle se trouve lui ordonne de se lever pour laisser sa place à un passager blanc, un homme, Rosa prend une prise de position subversive, tout en restant calme et sereine. Elle a alors 42 ans. Ce jour-là, elle rentre de son travail, elle est fatiguée bien sûr, mais pas plus que les autres jours. Elle sait que la loi de ségrégation en vigueur à Montgomery l'oblige à céder sa place à tout blanc, homme ou femme, qui la lui demande, qui l'exige. Mais ce jour-là, elle décide de ne plus céder, de ne plus s'incliner devant la volonté des blancs, de ne plus se soumettre. Toute sa vie, elle a vécu dans une société où règne la ségrégation. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les uns se réservant les postes à responsabilité, les autres étant le plus souvent relégués dans des emplois subalternes. Dans les transports en commun, il y a des sièges réservés aux blancs et d'autres aux noirs. Et si la partie réservée aux blancs est bondée et qu'un blanc monte dans le bus, il peut exiger d'une femme noire qu'elle lui cède sa place. Et même plus, tous les noirs assis dans la même rangée de sièges doivent alors se lever pour que le blanc en question n'ait pas à s'asseoir à côté d'un noir. Rosa ne supporte plus l'atmosphère de haine et de suspicion permanente dans laquelle elle baigne continuellement. Alors qu'en ce jour de décembre 1955, elle refuse de se lever quand un homme blanc lui demande de lui céder sa place, il s'agit là pour elle d'une question de principe, d'égalité et de justice. Rosa ne dit rien. Elle ne répond pas aux agressions et aux insultes. Elle se laisse arrêter sans se défendre quand la police intervient. Elle ne sait pas encore que ce non va déclencher un mouvement sans précédent dans l'histoire de sa ville, puisque la discrimination entre noirs et blancs y deviendra illégale dans les transports en commun 1 an plus tard. Elle ne sait pas encore que par suite, par un effet de boule de neige ou de domino, cet acte de protestation en amènera d'autres dans tout le pays pour déboucher sur le Civil Rights Act, signé par le président Lyndon Johnson le 2 juillet 1964, prohibant la discrimination entre noirs et blancs partout, dans les lieux publics, les établissements scolaires, les lieux de restauration, etc. Rosa ne sait pas encore qu'en restant ainsi assise dans le bus en décembre 1955, elle va permettre à des millions d'autres êtres humains de son pays de réagir, de résister,
d'avoir le courage d'arrêter de baisser la tête et de se soumettre et de vivre debout, la tête haute. Et ce n'est que plus tard qu'elle découvrira qu'en agissant ainsi, elle a participé à la mise en valeur de l'humanité, non seulement de la population noire américaine dans son ensemble, mais aussi de la femme noire américaine, humanité qui lui a été déniée jusqu'ici. Mais tout n'est pas résolu pour autant. Rosa va découvrir par la suite que rien n'est encore gagné. Le chemin à parcourir est encore long et surtout pour les femmes. Un boycott des bus de Montgomery par les travailleurs noirs est organisé à la suite de son action et il va durer 381 jours, soit plus d'une année, et sera cause de beaucoup de souffrance pour toute la communauté noire de Montgomery, en même temps que beaucoup de fierté. Une vingtaine d'années auparavant, Rosa a épousé Raymond Parks, un homme évolué et combatif, très engagé dans la lutte pour le mouvement des droits civiques pour tous et qui a la caractéristique peu commune de vouloir que sa femme ait la même liberté qu'il désire pour lui-même. Raymond est un autodidacte, il n'a aucun diplôme scolaire, c'est un manuel, tandis que Rosa, elle, a commencé de bonnes études qu'elle a été obligée d'arrêter pour des raisons familiales. Son mari est conscient des capacités intellectuelles de Rosa et il est très fier de sa femme. Même si cela ne doit pas lui servir dans sa vie professionnelle, il l'encourage tout de même à reprendre ses études et à passer son diplôme, ce qu'elle fera avec succès. Mais tous les hommes noirs ne sont pas ainsi, et Rosa va le découvrir à ses dépens. Que ce soit dans la société ou dans l'Église, le monde américain du sud des États-Unis est très religieux à l'époque. Les femmes sont la plupart du temps réduites à la portion congrue. Et elles doivent en fait se battre non seulement contre la ségrégation, mais aussi contre le comportement de leurs compatriotes noirs qui ne leur reconnaissent pas les mêmes droits qu'ils réclament pour eux-mêmes. Lorsqu'elle sera libérée sous caution lors de son arrestation, après son arrestation, Rosa fera les frais d'un comportement assez machiste de ses compatriotes africains-américains. Comme elle est celle par qui tout a pu commencer, elle sera souvent invitée à participer à des réunions un peu partout, et notamment aux réunions des ecclésiastiques noirs de Montgomery, qui font partie des notables et qui ont pris les rênes du mouvement de boycott. « Désirez-vous que je prenne la parole ?» demandera-t-elle lorsque des réunions de masse seront organisées pour parler de ce qu'elle a fait. « Non, non, c'est pas la peine », lui répondront les hommes en question. « Vous en avez assez fait, il suffit que vous soyez là. » Mais petit à petit, sa vie va devenir intolérable, intenable à Montgomery. Son action courageuse aura bien déclenché un mouvement sans précédent parmi la communauté africaine-américaine de tout le sud des États-Unis, mais elle va aussi entraîner un bouleversement total de son existence. Devenue une icône des droits civiques dans tout le pays, elle subit le contre-coup du mouvement qu'elle a contribué à lancer dans la région où elle habite. Elle est menacée, elle reçoit des coups de téléphone terrifiants, elle voit certaines de ses connaissances s'éloigner d'elle par peur de subir le même sort. Elle n'en peut plus, psychologiquement, elle doit quitter son travail et donc faire face à d'extrêmes difficultés financières. En but à maintes attaques de la communauté blanche, elle ne reçoit aucun soutien moral ou financier du mouvement qu'elle a en partie contribué à créer par son action volontaire. Un jour, l'employeur de Raymond Parks fait passer une note de service dans laquelle il est spécifié qu'il est interdit à tous les employés de mentionner le boycott dans quelque conversation que ce soit ou de parler de Rosa Parks. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Raymond Parks n'apprécie pas la consigne et il donne sa démission.
Et c'est ainsi qu'en 1958, les Parks décident de quitter la région pour aller s'installer dans le nord du pays. Raymond aura beaucoup de mal à retrouver un travail et Rosa exercera petit boulot sur petit boulot avant de trouver une situation plus stable lorsqu'en 1965, elle sera embauchée par John Conyers, un membre du Congrès américain. En 1963, elle participe à la célèbre marche Washington. À l'arrivée, elle découvrira, à son grand âme, qu'aucune femme n'est admise à intervenir publiquement au micro. Les femmes engagées dans le mouvement des droits civiques ne seront pas non plus admises à défiler dans le groupe des leaders noirs du mouvement. Seuls les hommes auront droit aux honneurs et les femmes présentes, engagées dans le mouvement, devront avancer séparément dans un défilé différent. Un hommage public sera tout de même rendu à quelques femmes du mouvement, mais plus tard, pour minorer leur rôle alors qu'elles avaient été à l'origine du mouvement. Rosa écrira plus tard à ce sujet « De nos jours, les femmes ne supporteraient pas d'être reléguées à l'arrière-plan à un tel point, mais à cette époque-là, les droits de la femme n'étaient pas encore devenus une cause populaire. » Il y aura d'autres épisodes désastreux de ce genre qui la peineront énormément, mais au bout du compte, ils la pousseront à chercher d'autres moyens pour faire passer son message d'égalité, de justice et de fraternité, et surtout à essayer de changer le monde par le biais des jeunes. J'ai été élevée dans la fierté d'être moi-même, dira-t-elle souvent, et c'est cette fierté d'être ce qu'ils sont qu'elle veut inculquer aux jeunes. C'est ainsi qu'après la mort de son mari, avec l'aide d'une amie de longue date, Elaine Eisenstein, elle créera l'Institut Rosa et Raymond Parks pour le développement personnel. Elle voyagera alors dans le pays tout entier pour convaincre les adolescents de 11 à 18 ans qu'ils ont de la valeur en eux-mêmes et qu'il faut qu'ils fassent de bonnes études pour pouvoir développer à fond leur potentiel et avoir un impact dans leur pays. Je voudrais qu'ils aient le même sentiment d'espérance, de dignité et de fierté que ma famille et mes professeurs ont instillé en moi, dira-t-elle souvent pour expliquer le but de son association. Consciente de la force que ces jeunes représentent pour l'avenir de la société, elle institue aussi à leur intention un programme d'enseignement par les fêtes et d'éducation à la non-violence qu'elle intitulera « Chemin vers la liberté ». Toute sa vie, et malgré toutes les distinctions honorifiques qui lui seront ultérieurement remises, Rosa Parks restera donc une femme modeste et lucide, qui remettra toujours son action dans le contexte d'une lutte qui avait commencé bien avant elle et qui ne s'arrêterait pas avec sa mort. Il y a encore tant et tant de choses à faire dans ce pays pour que les choses évoluent, avait-elle coutume de répéter. Et je n'ai rien fait d'autre que de faire mon devoir en m'inscrivant dans une lignée d'inconnus qui ont essayé de changer une situation apparemment bloquée. Alors que retenir du parcours de Rosa Parks si longtemps après? Tout d'abord qu'elle a su oser prendre position publiquement, malgré sa timidité, sa réserve naturelle, tout en sachant qu'elle risquait sa réputation et sa vie, et que ce qu'elle faisait pouvait très bien ne pas aboutir. Mais elle est restée assise dans un bus de Montgomery, pour que par la suite ses contemporains puissent vivre debout, la tête haute. Ensuite, on peut retenir d'elle qu'elle a voulu faire passer un message de fraternité en sachant reconnaître le tribut qu'elle devait à tous ceux qui l'avaient élevée et éveillée à la justice et instruite, noir ou blanc, laïque ou religieux. Confrontée à un monde machiste, elle n'a pas cherché à forcer son chemin,
mais elle a essayé de s'imposer par d'autres voies pour que son message puisse être entendu. Et enfin, elle a voulu faire passer son message d'espérance, de dignité et d'égalité à ceux qui sont les garants de l'avenir, les jeunes, en les poussant vers le haut et en essayant de les rendre conscients de leurs valeurs propres et de la contribution qu'ils peuvent apporter à la société dans laquelle ils vivent. Lorsqu'elle mourra le 24 octobre 2005, Rosa Parks sera honorée comme la mère du mouvement moderne des droits civiques. Elle qui avait déclaré un jour « Je crois que nous sommes sur la planète Terre pour vivre, nous épanouir et faire notre possible pour rendre ce monde meilleur afin que tout le monde puisse jouir de la liberté. »